Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis extrêmement excité d'être avec vous parce que c'est la toute première vidéo que je filme, une série de plusieurs vidéos, des vidéos qui vont concerner l'utilisation pédagogique des technologies. Ensemble, je vous invite à découvrir nombreuses technologies et ensuite que je décide de vous partager mon expérience pour vous permettre d'avoir de nouvelles idées sur comment intégrer la technologie dans votre enseignement. Les premières vidéos vont concerner essentiellement les outils qui sont considérés comme étant de base, c'est-à-dire tout ce qui est outils de traitement de texte, outils pour ses présentations, outils pour rechercher l'information. On va également parler de robotique, Active Inspire, de ludification, de jeux vidéo, de podcasts, d'édition de vidéos, de gestion de classe, et j'en passe. Mais aujourd'hui, le contenu de la vidéo va être en lien avec un outil que probablement tout le monde a déjà utilisé au moins une fois dans sa vie. Un outil qui est rendu tellement indispensable que j'ai de la difficulté à concevoir qu'il y a déjà existé une société qui est capable de fonctionner sans cet outil. Aujourd'hui, l'information n'aura jamais été aussi facile d'accès. Autrefois, si on voulait faire une recherche documentaire, il fallait se déplacer dans une bibliothèque physiquement. Et par autrefois, je parle d'une époque où 61 millions de personnes utilisaient un Padget et que le téléphone le plus populaire était le Nokia 3150. Sans aucun doute, le téléphone portable le plus durable au monde. Si je veux trouver une information, je sais pas, sur Louis XIV. Ce qu'il fallait que je fasse autrefois, c'était de me déplacer dans une bibliothèque, de chercher le livre exact. Mon cœur, est-ce que tu sais où est-ce que j'ai mis le livre de Louis XIV? Que je trouve finalement le livre que je cherchais. Il faut que j'ouvre le livre, que je trouve la page, je trouve l'information. Bref, je peux même pas m'imaginer à quel point ça peut être frustrant d'oublier le nom d'un ouvrage lorsque vient le temps de compléter sa bibliographie. Heureusement, aujourd'hui, l'information est tellement facile d'accès. Il y a des maîtrises ou des thèses de doctorat qui se font en restant dans le confort de chez soi. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a plus d'informations ou encore que cette information-là est de plus en plus facile d'accès qu'elle arrive à nous en claquant des doigts. Encore faut-il avoir de bonnes stratégies de recherche. Pour ce faire, on a besoin de deux choses. D'abord, un moteur de recherche. Ensuite, savoir les fonctions qui nous permettent de filtrer l'information et donc d'utiliser le moteur de recherche à son plein potentiel. Donc, dans cette vidéo, je vous suggère d'explorer avec moi un outil de recherche que probablement tout le monde connaît, Bing. Non, en fait, l'outil de recherche qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Google Search parce que, personnellement, je connais personne qui utilise Bing pour quoi que ce soit. Alors, installez-vous confortablement. Je sais, on travaille avec la technologie, mais c'est pas le temps de se stresser et encore moins de se fâcher. Petite tisane, des chandelles à lavande, balle anti-stress. Et laissez-moi vous guider dans l'exploration de l'outil Google Search. Donc, si tu reconnais cette page d'accueil, c'est que tu as les qualifications requises pour continuer de regarder la vidéo. Félicitations! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, et là, je sais exactement ce que tu dis en ce moment. Tu es en train de te dire, je sais pas pourquoi je regarderais une vidéo qui me montre comment chercher alors que Google est probablement mon ami le plus proche. Mais t'en fais pas, j'espère au moins que les trucs que je vais te montrer ou les fonctions que je vais te montrer, c'est des fonctions qui vont être nouvelles pour toi. Donc, la première chose que je veux faire avant de commencer, c'est que je sais, j'utilise Google Chrome et quand on ouvre Google Chrome, on atterrit sur une interface qui nous permet de rechercher directement. Ce que je vais faire pour que la vidéo soit aussi valide pour les personnes qui utilisent, que ce soit Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox ou pour les archaïques qui utilisent Internet Explorer, je vais aller directement sur google.ca. Pourquoi .ca? Ben, tout simplement parce que je veux avoir des recherches qui vont être filtrées dans le pays, donc au Canada. Je pourrais effectivement utiliser google.fr, mais la majorité des résultats, ou du moins un des filtres de Google quand je vais faire ma recherche, va être ciblé pour un pays en particulier, c'est-à-dire la France, FR pour France.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, juste en là je pointe, mais en fait tu le vois pas. Juste en bas de l'écran, on a Canada, donc on sait exactement que la région de Google en ce moment c'est le Canada. Donc, si je veux, par exemple, faire une recherche rapide, Louis XIV. Donc là, effectivement, Google va me suggérer plusieurs choix suivant les mots Louis et XIV. Mais moi, je vais simplement faire une recherche de manière très générale sur Louis XIV. Donc tous les onglets probablement que tu connais déjà. Tous les résultats pour chercher les sites web que génère Google lorsque je fais ma recherche. Les images, pas des vraies images parce qu'il n'y en a pas vraiment. Des images de peinture de Louis XIV. Cartes vidéo qui vont amener à des vidéos sur Louis XIV. L'actualité peut être quand même drôle sur Louis XIV. Je me demande quel genre d'actualité on peut avoir en 2020 sur Louis XIV. Mais le premier onglet qu'on va explorer ensemble, c'est l'onglet paramètres. Si je vais sur paramètres, j'ai une liste de 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une liste de 8 choix, paramètres de recherche, langue, safe search, masquer les résultats privés, recherche avancée, activité de recherche, les données dans Google Search et aide sur la recherche. Donc on va commencer par paramètres de recherche qui est quand même très important. Donc vous voyez peut-être ici que ça ressemble pas à ça pour vous, mais c'est mes paramètres par défaut. Donc, avec ce premier paramètre de recherche, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres paramètres qui vont se retrouver ici qu'on n'aura pas besoin de revisiter par la suite. Par exemple, le premier, Safe Search. Donc, c'est quoi Safe Search? C'est tout simplement que Google va identifier lorsqu'on fait une recherche, le contenu qui est dit indésirable, donc tout ce qui rentre dans la catégorie Not Safe for Work, les sites internet ou encore les images. Par exemple, ça peut être une fonction qui est quand même assez intéressante, notamment lorsqu'on doit faire une recherche rapide, qu'on est devant une classe et que notre ordinateur est projeté devant toute la classe. Ça peut éviter plusieurs situations gênantes. Les résultats privés, en fait, ça veut dire que Google va utiliser tes habitudes de recherche, donc toutes les données, une partie des données du moins, qu'il a collectées sur toi, sur tes habitudes de recherche, il va les utiliser pour te proposer du contenu qui est encore plus intéressant lorsque tu fais ta recherche. Même si tu coches ne pas utiliser les résultats privés, Google va collecter tes informations quand même. En ce qui concerne les activités de recherche, on va y revenir plus tard. Et enfin, les paramètres de région, ça fait en sorte que Google va utiliser la région actuelle dans laquelle tu te trouves, va utiliser cette information-là pour te donner des résultats qui vont être beaucoup plus spécifiques à la région. Par exemple, si tu cherches une nouvelle par rapport aux découvertes archéologiques, eh bien Google va faire en sorte qu'il va te donner des nouvelles dans ton fil d'actualité Google de recherche qui vont être encore plus spécifiques au pays dans lequel tu te trouves. Ensuite, encore toujours dans paramètres de recherche, on a ici le deuxième onglet qui s'appelle langue. Ça dit ce que ça veut dire, ça fait en sorte que tu vas avoir des résultats qui vont être dans la langue ou dans les langues que tu as sélectionnées. Bon, jusqu'à présent, j'ai déstabilisé personne. C'est pas nécessairement très compliqué à comprendre. Bon, maintenant, le paramètre de recherche qui nous intéresse le plus aujourd'hui, selon moi, c'est la recherche avancée. Donc, on peut soit cliquer sur cet onglet-là pour remplir chacune des cases que vous voyez ici. Par exemple, tous les mots suivants. Si vous voulez chercher des mots ou des groupes de mots en particulier, un des mots que vous décidez de choisir, aucun des mots suivants et si vous voulez faire des recherches de nombres qui sont compris entre 2011 et 2019, entre 10 et 40 $. Il est également possible de choisir la langue, la région, la dernière date de mise à jour du site, ce qui peut être quand même assez intéressant si on veut s'intéresser à des nouvelles ou à des actualités qui ne datent pas de trop longtemps. Le site ou le domaine de recherche, Google veut te demander dans quel site ou dans quel domaine en particulier tu veux trouver l'information que tu es en train de chercher. Par exemple, tu es en train de chercher quelque chose qui est de l'ordre du PFEQ, qui est du ministère, eh bien, tu as tout simplement à inscrire ici .gouv.qc.ca. Donc, tous les résultats que Google va te ressortir vont se trouver sur le site du gouvernement du Québec. Dans les termes paraissants, ici, ce que Google veut te faire comprendre, c'est que ce que tu vas faire comme recherche, les mots que tu vas avoir inscrits en haut, juste ici, est-ce que c'est des mots qui vont se retrouver n'importe où dans la page, autant dans le titre, dans le texte ou encore en bas de page? Est-ce que c'est des informations que tu veux retrouver dans le titre, dans le texte, dans l'URL ou encore dans les liens qui sont inclus dans la page? Safe Search, comme je l'expliquais tout à l'heure, est quand même assez pratique, notamment pour cette raison. Le type de fichier maintenant, si on veut chercher
le PFAQ sur Internet. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas passer des heures et des heures à chercher un document sur le site du gouvernement? Donc, si je sais que le document que je cherche est un document PDF, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner Adobe Acrobat, le format pour les PDF, et les résultats qui vont être filtrés, qui vont me sortir, vont seulement être des fichiers PDF. De cette façon-là, je m'évite toute recherche et j'évite de me perdre dans les côtés sombres de l'Internet. Enfin, les droits d'utilisation. Ici, c'est quand même un terme qui est assez important, un peu moins pour les sites web. C'est également une fonction qu'on va aller voir tout à l'heure lorsqu'il va être question de rechercher des images. Donc, je ne m'attendrai pas nécessairement très longtemps là-dessus. Donc, si à chaque fois que je veux faire une recherche, je veux m'éviter de me retrouver sur la page de la recherche avancée et que, parce que XY raison, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une recherche avancée, mais directement dans la barre de recherche, ce n'est pas impossible, mais il faut quand même savoir quelques petites techniques. Par exemple, si je veux chercher des mots spécifiques, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter une paire de guillemets anglais. Pourquoi ce sont des guillemets anglais? J'en ai aucune idée. Ensuite, j'indique le mot que je cherche entre ces guillemets. Par exemple, je veux faire une recherche sur des technologies utilisées en enseignement, mais je sais que le terme technologie n'est pas spécifique au domaine de l'enseignement et donc que je veux filtrer les résultats en fonction du fait que le mot technologie va se retrouver dans des articles ou dans des pages qui vont concerner le milieu de l'enseignement. Ce que je peux faire, écrire par exemple le mot technologie et ensuite le mot enseignement écrit comme il faut. Voilà. Et donc, les résultats qui vont apparaître sur ma recherche Google vont seulement être des résultats qui vont concerner les technologies en enseignement. Mais peut-être que dans ma recherche, le mot enseignement ne se retrouve pas, mais le mot enseignant se retrouve, ou encore le mot éducation. Et donc, comment faire pour que les résultats qui vont être générés n'excluent pas les autres résultats qui n'ont pas, par exemple, le mot enseignement dans leur site ou dans leur titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement la même phrase que j'ai prise, mais à la suite de enseignement, je vais marquer or pour ou en anglais, et je vais indiquer un autre mot que je veux qu'il cherche si jamais le mot enseignement ne s'y trouve pas. Ici, j'ai indiqué enseignant. Je peux en rajouter un autre si je veux, éducation. Et donc, ça me permet d'avoir des synonymes que Google va faire en sorte, OK, donc si le mot enseignement n'est pas là, je vais chercher, est-ce que le mot enseignant est là? Oui, OK, parfait, on utilise ce site-là et on lui donne dans les résultats de la recherche. Ou encore, si le mot enseignant n'est pas là, est-ce que le mot éducation y est? Si oui, on va également filtrer le résultat pour lui donner le site internet en question. Donc déjà là, ici, on est en mesure d'observer que les résultats sont différents. Juste attirer votre attention sur le nombre de résultats ici. Google est très narcissique, aime bien se vanter de son efficacité. Donc ici, il nous dit non seulement le nombre de résultats qu'il a trouvés, mais également le nombre de temps que ça lui a pris pour trouver les réponses. Bravo Google. Mais sachez que dans les résultats de recherche que vous allez recevoir, ce ne sont pas 72 millions de sites internet qui sont générés, mais seulement que dans 72 millions de cas, Google a été en mesure de repérer le mot enseignement, enseignant, éducation avec le mot technologie. Bravo Google. Donc ici, si j'utilise les guillemets et le mot OR, Google me génère 72 200 000 résultats. Si je vous ramène un peu dans le passé et lorsqu'on a utilisé seulement le mot enseignement, donc ici, Google m'a trouvé 34 200 000 résultats en 0,57 secondes. Bravo Google. Et donc, on est en mesure tout de suite de comprendre que lorsque nos recherches sont beaucoup plus spécifiques, le nombre de résultats qui vont être générés par notre recherche va être diminué de beaucoup. Mais si dans ma recherche, je veux exclure un terme en particulier parce que je suis tanné d'en entendre parler puis ça me sert absolument à rien. Par exemple, j'ai beaucoup trop d'informations qui concernent les tablettes. Et bien, ce que je peux faire, tout simplement, j'exclus le mot tablette de mes résultats. Donc ici, très rapidement, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a premièrement beaucoup moins de résultats qui ont été générés, c'est-à-dire environ 10 millions de moins. On peut voir ici que tablette se retrouve nulle part, que ce soit dans le titre des articles que j'ai trouvés ou encore dans le texte qui accompagne chacun des URL que le moteur de recherche m'a suggéré. Une autre fonction qui est quand même assez intéressante, c'est lorsqu'on veut chercher de l'information sur des sites web en particulier. Google nous donne la possibilité dans sa recherche avancée, mais c'est également possible de le faire à partir de la barre de recherche. Donc la seule chose que j'ai besoin d'identifier à Google, site,
2 points, et le nom du site au complet, sans nécessairement avoir le HTTP et le www depuis environ 2006. Par exemple, je vais faire une recherche sur école branchée, site 2.écolebranchée.com. Et vous voyez ici que j'ai maintenant 3900 résultats, ce qui me permet de trouver plus spécifiquement de l'information. Et les résultats ici, comme vous pouvez le voir, chacun des sites internet, c'est le site d'école branchée. Donc, encore une fois, c'est une fonction qui peut être extrêmement utile, notamment si on veut éviter de se perdre dans les internets. Mais il y a un petit problème par contre ici, c'est que j'ai des résultats qui sont quand même assez vieux. 30 mars 2011, peut-être qu'on faisait pas, fort probablement, qu'on faisait pas la même utilisation de la tablette en 2011 qu'on pourrait en faire aujourd'hui, ou encore que le potentiel d'exploitation n'est pas le même. Donc l'information que je vais retrouver sur un site qui date de 2011 va se retrouver désuète. Donc ici, si je veux m'éviter de me retrouver avec des résultats qui sont beaucoup trop vieux pour ce que je recherche, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Outils, date indifférente, parce que la date, dans ce cas-ci, n'est pas indifférente. Je clique sur date précise et il me sort un calendrier. Je peux même noter le jour, le mois et l'année, ou tout simplement de dire de 2016 à 2020. Et donc, comme vous pouvez le voir, dans ce cas ici, j'ai des résultats qui sont de 2016, de 2019, de 2018 et fini les informations qui sont trop vieilles. Donc là, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas réinventé la roue. Faire une recherche Google, c'est pas quelque chose qui est nouveau non plus. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner ta façon d'exister, mais quand même, c'est des petits trucs comme ça qui vont nous permettre d'effectuer une recherche qui sera plus ciblée et donc qui vont nous faire sauver beaucoup de temps. Ici, même chose pour Google Images. Toutes les fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure fonctionnent également avec Google Images. Mais la particularité dans Google Images, on a plusieurs options qui vont nous permettre de raffiner des résultats en fonction des caractéristiques qui sont propres à une image, la taille ou encore la couleur principale sur une image. Ce qui est important à comprendre, c'est que Google, lorsqu'on sélectionne la taille, il nous offre 3 options, c'est-à-dire grande, moyenne ou encore des icônes. Là, c'est 3 qualificatifs qui veulent absolument rien dire. Mais en fait, les tailles d'images réfèrent tout simplement à des dimensions de pixels qui définissent la hauteur et la longueur d'une image. Mais ici, à quoi ça sert de filtrer nos images, qu'elles soient grandes, moyennes ou qu'elles soient sous format d'icône? Eh bien, tout simplement, c'est en fonction de comment est-ce qu'on va utiliser cette image. Par exemple, je veux une image à inclure dans ma présentation PowerPoint. C'est sûr et certain que si je sélectionne et que j'utilise une image de taille icône, il va avoir 2 problèmes. Premièrement, soit qu'elle va être trop petite si je conserve l'image telle qu'elle et que je fais simplement l'insérer dans mon PowerPoint, ou bien encore, si je décide de l'agrandir manuellement dans mon PowerPoint, il y a des fortes chances que cette image-là, on puisse observer les pixels. En contrepartie, les images de type grande sont beaucoup plus grandes, mais également sont beaucoup plus lourdes. Donc, c'est-à-dire que si moi, je veux pas prendre de chance et que je veux utiliser seulement des images qui sont grandes, il se peut fort probablement, et ce, même si je réduis la dimension d'une image manuellement dans ma présentation PowerPoint, l'image va quand même conserver son poids, sa taille, et donc ça va faire un document beaucoup plus lourd que si j'avais utilisé des images de type icône. Et les images de type moyenne, c'est ni des grandes images, ni des images lourdes, ni des images légères, c'est des images moyennes. Ensuite, pour ceux qui ont l'œil un peu plus artistique, on a également le choix dans les couleurs des images, donc dans les couleurs principales qui vont être utilisées dans les images qui vont être générées par l'outil de recherche. Par exemple, dans ma présentation PowerPoint, la couleur principale du thème, c'est rouge, et bien peut-être que je vais davantage avoir tendance à choisir des images dont la couleur principale est le rouge. Je vais vous donner un exemple très rapide. Si je veux chercher des images de chatons, probablement la recherche le plus souvent faite sur Internet de nos jours. Donc ici, vous avez une quantité quasi infinie d'images trop cute de chatons. Mais moi, par exemple, que je veux avoir des images de chatons dont la couleur principale est le rouge, la chose que je vais devoir faire, c'est de sélectionner tout simplement le rouge. Et on peut observer que non, effectivement, ce ne sont pas des chats rouges, mais plutôt la couleur rouge qui est majoritairement présente sur les images que m'a généré ma recherche. Et vous l'avez peut-être remarqué ici très rapidement, mais il y a également l'option transparent. On ne veut pas dire que les images vont être
transparente, mais plutôt que le fond derrière une image va être transparent. Par exemple, je veux intégrer dans ma présentation PowerPoint une image de chat, mais je veux seulement conserver le contour du chat et je veux pas avoir tout ce qui se trouve en arrière-plan. Eh bien, ici, je vais sélectionner l'option transparent. Et donc, lorsque je vais choisir une image, ce qui va m'apparaître, c'est l'image en question, mais également un fond qui a des petits quadrillés gris et blancs, ce qui me signifie qu'effectivement, le fond de cette image-là sera transparent. Donc, si je décide d'enregistrer cette image, de la prendre et de l'intégrer dans un document, si je la superpose à une autre image, ce qu'on va voir, c'est seulement le contour et le champ en question et non pas tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadrage de l'image. Si jamais vous trouvez une image de ce type, c'est-à-dire avec un background transparent, et que vous décidez de l'enregistrer, vous l'utilisez et vous vous rendez compte qu'on voit effectivement le quadrillé gris et blanc, et bien ça veut simplement dire que soit que vous l'avez enregistré avec une autre extension, c'est-à-dire que si c'était une image .gif, ben peut-être que vous l'avez enregistré .png ou .jpeg. Et donc, ce qui fait en sorte que l'image ne conservera pas sa principale caractéristique, c'est-à-dire d'être transparente à l'arrière. Ou encore, ça veut simplement dire que l'image est protégée par certains droits d'auteur. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser l'image avec la fonctionnalité transparente à l'arrière. Mais heureusement, l'Internet étant ce qu'il est, on peut très facilement, et là je dis Internet, mais ça peut se faire également avec l'outil Word, prendre le background d'une image transparente. Maintenant, la question des droits d'usage. Là, ici, il y a un flou incroyable que même moi, j'ai de la difficulté à comprendre. C'est quelle image on peut utiliser et quelle image on ne peut pas utiliser. Tout d'abord, il faut être conscient de quelle utilisation on va en faire de cette image. Par exemple, certaines images sont protégées par des droits, mais seulement si on veut en faire une utilisation à des fins commerciales. Alors que d'autres images sont protégées et seulement si on veut les modifier. Et d'autres images sont complètement libérées de droits. C'est d'ailleurs le cas pour les images qui se retrouvent sur Pixnio, Flickr, Pixhere et parfois même certaines images qui se retrouvent sur les pages Wikipédia. Je vous dirais que la question des droits d'usage est quand même assez nébuleuse, mais tout de même, il faut s'en préoccuper, notamment lorsqu'on est un enseignant et on veut intégrer des images dans un document, par exemple un cahier d'exercice, examen, même les présentations PowerPoint. En fait, là où la question des droits d'usage devient importante, mais là où est-ce que la question des droits d'usage devient importante, c'est lorsqu'on utilise une image pour un document qu'on va distribuer à nos élèves. Bon, là, c'est sûr et certain que je vois très mal comment, par exemple, un élève pourrait peut-être aller se plaindre pour une question de droit d'usage. Et comme dirait le dicton, une personne avertie me donne le droit de dire « je te l'avais dit ». Enfin, une dernière fonction que je veux vous montrer avec Google Images et selon moi, bon, je l'ai peut-être déjà dit, là c'est vrai, probablement la fonction la plus essentielle, particulièrement aujourd'hui à l'époque des fake news, c'est-à-dire qu'avec Google Images, on peut faire une recherche par image. Mais à quoi ça sert de faire une recherche si j'ai déjà l'image? C'est notamment la fonction qui permet de vérifier l'intégralité des images qui nous sont présentées avec un post, par exemple Facebook. Ici, je vous donne un bref exemple pour vous permettre de comprendre comment utiliser la fonctionnalité, alors qu'on aurait pu retrouver une image sur Facebook de Justin Trudeau qui affirme, après avoir rencontré plusieurs réfugiés syriens, a maintenant décidé de se convertir à l'islam. Souvent, ces photos-là sont détournées de leur contexte et utilisées à des fins de propagande, mais comment faire maintenant pour s'assurer que l'image est bel et bien associée ou non à un contexte dans lequel on a décidé de l'utiliser? Premièrement, il faut enregistrer la photo sur son ordinateur. Par la suite, on va dans Google Images et on clique sur l'appareil photo qui nous permet de rechercher par image. Et enfin, on clique sur Importer une image. On sélectionne le fichier qu'on veut importer. Et donc, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une recherche avec l'image et également, il va indiquer les mots-clés qui ont été utilisés avec cette image-là. Et parfois, qu'avec une simple recherche avec les sites web que Google nous a générés, il est possible de constater que, effectivement, cette photo était fausse. Ou du moins que cette photo a été utilisée à l'extérieur de son contexte originel. C'est ce qui fait le tour de toutes les fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui en utilisant Google Search, autant pour la recherche web que la recherche d'images, en espérant que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'outil, à être plus efficace et donc
être plus rapide lorsque vous effectuez une recherche sur Internet. Mais là, allez pas penser que vous allez vous en tirer dans vos recherches d'informations seulement en utilisant Google Search. Ça concerne particulièrement mes étudiants. Je veux personne qui me cite un site un peu louche, du genre tout sur les tics.blogspot.net. Je me demande si ça existe pour vrai. Sur les tics. Parce que sur Google Search, on va trouver la plupart du temps des articles professionnels, mais ça arrive parfois également qu'on trouve de l'information sur des sites qui sont un peu moins fiables. Quoique, il y en existe tout plein des sites qui sont extrêmement fiables que je vous suggère d'aller consulter. C'est le cas par exemple de Alloprof, Récit, École branchée, Wikipédia, sérieusement. Wikipédia peut être une excellente source d'information. Et probablement plusieurs d'autres que j'oublie malheureusement le nom. J'irais même jusqu'à inclure YouTube dans cette liste. Mais souvent arrive un moment où est-ce qu'on frappe un mur et impossible de trouver réponse à nos questions. Et c'est exactement à ce moment-là que Google Scholar fait son entrée. Avec tout ce que Google Scholar peut nous offrir comme information de qualité, et ce, à n'importe qui au monde, l'ignorance volontaire n'a plus aucune raison d'exister. Quoi qu'il va toujours en avoir qui vont faire exprès, mais... Et en plus, si tu es étudiant dans une université, tu peux même programmer Google Scholar pour avoir accès en tout moment, à partir de son interface, à absolument tout le contenu de ta bibliothèque. Avec toutes les bases de données, sauf genre ce qui est disponible juste papier. Si c'est quelque chose qui te parle, je te dirais que les 4-5 prochaines minutes sont juste pour toi. Après, si tu te demandes comment faire pour classer toute l'information et ou comment faire pour passer moins de temps à chercher dans genre le livre Normes de présentation d'un travail de recherche de Marc-André Pronovo, comment citer un ouvrage, pour vrai, c'est un excellent livre, mais je le vois tout le temps dans les travaux d'étudiants. Si ça aussi ça te parle, ça se pourrait que d'écouter la vidéo au complet, ça soit une bonne idée. Parce que je vais te parler de Mendeley, un outil qui va probablement rendre ta vie pas mal moins compliquée. Pas tant, mais un peu, mettons. Avant de commencer, première fonction qui peut être super intéressante si jamais tu utilises Google Chrome, c'est télécharger l'extension Google Scholar. Bon là, je vais pas t'expliquer de long en large comment est-ce qu'on fait pour aller télécharger une extension avec Google Chrome, mais très rapidement, ce que tu peux faire, c'est de cliquer en haut ici sur le menu à gauche, d'aller dans Paramètres. Ensuite, dans le menu du paramètre, allez sur le bouton « Bouton ». Et donc, Google va t'expliquer comment faire pour télécharger l'icône Google Scholar. Ensuite, l'icône va apparaître juste en haut de l'écran, ce qui fait en sorte que quand tu vas cliquer sur le bouton, eh bien, la barre de recherche va apparaître tout simplement. Sinon, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur scholar.google.ca. scholar.google.ca. Premier tour d'horizon, très rapide. En haut, à gauche, tu as 3 lignes horizontales superposées. On a mon profil, ma bibliothèque, les alertes, statistiques, recherche avancée et paramètres. L'onglet Mon profil sert surtout si toi tu es quelqu'un qui écrit des articles professionnels ou encore des articles scientifiques et que tu veux avoir un suivi sur qui, quand et combien de fois tes articles ont été cités dans les autres articles des autres auteurs. C'est super utile quand tu es un chercheur, mais sinon... L'onglet Ma bibliothèque, ça agit comme une bibliothèque et cette fonction te permet d'aller consulter les articles que tu as préalablement identifiés comme étant intéressants à lire, mais que pour une raison ou une autre, tu n'as pas encore trouvé le temps pour les lire. On passe maintenant au prochain onglet qui est l'onglet Alerte. Si tu veux recevoir les dernières mises à jour concernant la publication d'articles scientifiques en lien avec un sujet ou un autre, et que tu souhaites que Google Scholar t'envoie des courriels de notification à chaque fois qu'un nouvel article que tu n'as pas encore consulté est disponible, tu crées une alerte. Par exemple, on va cliquer sur Créer l'alerte. La première case, en fait, sert à entrer des mots-clés spécifiques. Et à chaque fois qu'un nouvel article est publié en lien avec les mots-clés que tu as inscrits, Google Scholar va t'envoyer un courriel à l'adresse combien de résultats et ensuite on clique sur Créer l'alerte et il t'envoie plein de courriels pour te dire que de nouvelles publications sont maintenant disponibles.
Mais là, par contre, il faut faire attention parce qu'il se peut que ta boîte courriel reconnaisse les courriels que t'envoie Google Scholar comme étant des spams ou encore des courriers indésirables. Et donc, malheureusement, tu ne recevras pas de notification lorsque de nouvelles publications sont disponibles. Et enfin, l'onglet paramètres. Je vais vraiment avoir l'impression de me répéter, mais il y a quand même certaines fonctions qui sont assez utiles et qui concernent seulement Google Scholar. Genre sélectionner le format des citations qu'on veut importer lorsqu'on choisit un article, le choix de la ou des langues, lien vers des bibliothèques. Oui, ça, c'est vraiment nice. Parce que ici, en fait, on peut programmer son Google Scholar pour le lier avec une ou plusieurs bibliothèques d'autres institutions. Si on prend ce qu'on voit à l'écran, on peut constater que j'étudiais à l'UQTR, ce qui fait en sorte que j'ai accès, lorsque je fais une recherche sur Google Scholar, à toute la documentation qui est habituellement disponible. En utilisant cette fonction, on peut éviter d'effectuer une recherche 2 fois sur 2 moteurs de recherche complètement différents. Et finalement, mention à l'onglet Compte qui te permet de conserver tes paramètres lorsque tu effectues une recherche à partir d'un autre ordinateur. Sinon, je te dirais qu'on a pas mal fait le tour de Google Scholar. Mais il y a quand même d'autres life hacks ou encore d'autres informations quand même importantes à savoir qui, même si elles ne s'appliquent pas seulement avec Google ou encore à l'Internet en général, nécessitent quand même une mention d'honneur. Dans la catégorie, c'était pas directement en lien avec le sujet de la vidéo, mais c'est des trucs qui sont quand même cool à savoir. Les nominés sont CTRL-F. CTRL-F, c'est quand tu n'as vraiment pas envie de lire un texte au complet, mais qu'après avoir lu la table des matières, tu t'aperçois qu'il y a de fortes chances que l'information que tu cherches se trouve à l'intérieur. Ce que tu fais, CTRL plus F, tu écris un mot dans un document ou sur une page, ben c'est pas mal ça dans le fond. S'en tenir à l'essentiel. Lorsqu'on fait une recherche avec Google, il faut comprendre que les déterminants ne sont pas des mots déterminants. Si tu veux faire en sorte de passer moins de temps à filtrer l'information dont tu n'as pas de besoin, évite de poser une question dans la barre de recherche. Google, c'est pas un humain, ce qui fait en sorte qu'il va chercher l'information autant avec les mots qui sont névralgiques dans ta question, autant avec les mots vraiment pas nécessaires, genre les déterminants, pronoms, le groupe complément en général. Utilise le plus de synonymes possible, les guillemets anglais, or, je te réfère à la première partie de la vidéo. Et en utilisant ce genre de stratégie, ça va te permettre de cibler des résultats pertinents. Évitez d'aller trop loin. Évitez d'aller trop loin. Dans la liste des résultats qui sont générés par la recherche, habituellement, lorsqu'on s'éloigne un petit peu trop, vers les 30-40 premiers résultats, on constate très rapidement que ce que nous propose Google est plus ou moins pertinent. Si les mots-clés qu'on a entrés ne nous ont pas permis de trouver des résultats, aller plus loin ne nous permettra certainement pas de trouver mieux. Parce que bien évidemment, l'algorithme du moteur de recherche est programmé pour faire en sorte que les résultats les plus pertinents se trouvent tout en haut. Google, c'est peut-être pas un humain, mais comprend quand même bien comment l'humain raisonne. Faire attention au premier site web. Bon, ok. Là, je sais que ça peut encore une fois paraître assez contradictoire parce que je viens de te mentionner que les résultats les plus pertinents se trouvent en haut de la liste, sauf que certains sites vont payer Google pour passer devant les autres. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être plus pertinents pour ce que tu cherches. Et finalement, se référer au site web original, le plus souvent possible. Se référer au site web original peut très souvent nous éviter beaucoup de problèmes. Il y a tellement trop de sites qui agissent comme des Walmart du logiciel. Ceci n'était pas un placement de produit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on trouve à peu près tout, mais en même temps, il y a bien des chances que ce que tu trouves sur ces sites soit de très mauvaise qualité. Par exemple, tu veux télécharger un logiciel, disons Scratch. Et donc, ce que tu vas écrire dans la barre de recherche, c'est Scratch Download. Et là, tu vas te retrouver à choisir entre des sites comme Comment ça marche, Clubic, Je télécharge, 01net. Et il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Le pire dans tout ça, c'est même que sous le URL, on va souvent voir une note sur 5 étoiles qui va être quand même élevée, assez pour agir comme incitatif à cliquer sur le lien. Mais attention, parce que souvent, la version du logiciel n'est même pas la plus récente ou n'est même pas compatible avec ton ordinateur.
Et ce que ça va faire, c'est que ça fonctionne pas. C'est plein de cochonneries, virus, malware, H1N1, spyware, des chevals de Troie, E. coli. Bref, référez-vous donc au site original. Et maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour bien mener à terme une recherche sur Google, vous allez très vite vous rendre compte qu'il devient facile de se perdre dans cette mer d'informations. Mais dis-moi, comment faire pour se retrouver dans cette mer d'informations? Ça tombe bien parce que c'est exactement là où est-ce que je m'en allais. Même s'il en existe plusieurs et que certains sont plus complets que d'autres, le logiciel que je vous propose d'explorer aujourd'hui, c'est Mendeley. Pourquoi Mendeley? Eh bien, tout simplement parce qu'il est simple, il fait la job qu'on lui demande de faire, et surtout, il est gratuit. Beau, bon, pas cher. Mais c'est sûr et certain que j'aurais pu vous parler de plein d'autres logiciels, par exemple Kika, Zotero, OneNote. Tout d'abord, si on veut télécharger Mendeley, ben il faut aller sur Google. En fait, si tu as écouté la première partie de la vidéo, tu sais exactement comment télécharger Mendeley. Donc, j'expliquerai pas en long et en large comment le faire. Une fois que le logiciel est téléchargé, il faut se créer un compte. Ben, en fait, vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous créer un compte, mais Mendeley utilise la technologie de nuage, c'est-à-dire que toute l'information et les paramètres que tu vas avoir enregistrés dans ton logiciel vont se synchroniser avec ton compte, ce qui va faire en sorte que quand tu vas te connecter ailleurs, eh bien, tu vas conserver à la fois les articles, les paramètres et les annotations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Mendeley? Ben, d'abord, il faut qu'on se connecte à notre compte qu'on vient tout juste de créer. Donc, premièrement, Mendeley a une fonction qui ressemble beaucoup avec ce qu'on peut faire avec Google Scholar, mais je vous dirais que c'est quand même moins intéressant, notamment parce que les articles qui vont être générés ne prendront pas en considération plusieurs facteurs que Google Scholar, lui, nous permet de considérer. Par exemple, la fonction d'aller chercher l'information sur une bibliothèque n'est pas disponible avec le logiciel. Mais ça peut toujours être intéressant lorsqu'on veut trouver une information rapidement. Ma bibliothèque, c'est l'endroit où est-ce qu'on va enregistrer tous les documents, les articles, les publications, bref, tout ce qu'on a trouvé qui est en format PDF. Même si Mendeley nous offre certains dossiers qui sont préalablement inclus lorsqu'on télécharge le logiciel, il nous est toujours possible de créer d'autres fichiers. On peut également créer un groupe, notamment lorsque vient le temps de travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre, ce qui nous permet notamment de travailler en collaboration et de partager nos articles avec un autre utilisateur de Mendeley. Et enfin, vous avez la corbeille qui sert à jeter tous les articles inutiles. Par exemple, les textes qui nous apparaissaient pertinents mais qui finalement ne le sont pas, les articles en double, parfois ça peut arriver, ou encore les textes de Denise Bombardier et tout autre texte dont on n'a plus de besoin. Pour importer un fichier, très facile, on clique sur Add dans le coin supérieur à gauche. On trouve le texte qu'on souhaite importer et ensuite on l'importe. Quand on ajoute des textes sur Mendeley, c'est également possible de cliquer sur l'option Related, donc c'est les deux espèces d'anneaux qui se croisent, et de cette façon, le logiciel va chercher sur Internet des textes qui sont similaires à celui-là. Il y a également la fonction Watch Folder. Cette fonction-là nous permet de cibler un dossier sur notre ordinateur et à chaque fois qu'on ajoute des articles dans ce dossier, eh bien Mendeley va se mettre à jour et inclure naturellement ces... Bye bye, à tantôt! Et à chaque fois qu'on va ajouter un article dans ce dossier, eh bien Mendeley va se mettre à jour et ajouter automatiquement les nouveaux articles sur la plateforme. Maintenant, si on veut visionner un document, on n'a qu'à simplement double-cliquer sur un document et on peut faire à peu près tout ce qu'un autre logiciel de lecture de PDF nous permet de faire, c'est-à-dire qu'on peut inclure des notes, zoom in, on peut surligner le texte, choisir la couleur, zoom out. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à droite de l'écran, on a toute l'information nécessaire pour rédiger notre notice bibliographique lorsque vient le temps de faire la liste des ouvrages qu'on a consultés à la fin d'un travail. Une autre chose qui est quand même assez intéressante avec ce logiciel, c'est lorsqu'on surligne un passage dans le texte et qu'on y ajoute une note. Par exemple, ici, je vais prendre à peu près n'importe quoi. Donc, je clique sur le passage, j'ajoute une note, par exemple. N'importe quoi comme note. Et pour le bien de l'exercice, je vais en ajouter un autre. Une deuxième note pour l'exemple. Et lorsqu'on clique sur Notes, il nous est possible de voir toutes les notes qu'on a indiquées dans le document. Et lorsqu'on revient dans la bibliothèque, on peut consulter les notes sans nécessairement avoir à ouvrir un article. Par exemple, ici, j'ai qu'à cliquer sur Notes dans ma bibliothèque et il m'affiche les deux notes que j'ai indiquées précédemment. Et maintenant, la fonction que tous les étudiants qui regardent cette vidéo attendent avec impatience,
Et cette même fonction pour laquelle les anciens étudiants regrettent de ne pas avoir connu cette fonction, j'ai nommé « Comment générer une référence bibliographique automatiquement ». Premièrement, il faut s'assurer que le style des citations correspond bien aux normes dans lesquelles on veut exporter les citations. Par exemple, American Psychological Association pour APA. Une autre chose qu'il faut s'assurer de vérifier avant de générer la notice bibliographique, c'est de s'assurer que toutes les informations qui sont comprises dans les détails d'un fichier correspondent bien aux informations du document en question. Et voilà, c'est pas plus compliqué. On peut maintenant utiliser les fonctionnalités de base avec Mendeley. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette toute première vidéo. On fait bien des blagues, là, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura non seulement plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile à mieux comprendre les différents outils et les différentes techniques qu'on peut utiliser lorsqu'on mène une recherche sur Internet. Et là, soyez quand même assez indulgents avec la qualité, et par qualité ici j'entends piètre qualité, du montage de cette vidéo. C'est ma toute première expérience, je vais certainement m'améliorer et de toute façon, si ne serait-ce que le quart de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo vous aura été utile, j'aurai en grande partie atteint mes intentions initiales. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, requêtes sur les outils que je pourrais explorer pour ensuite en faire l'objet dans une prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à abuser de la section commentaires. Je suis à peu près difficulté encore avec mon cadrage. À la section commentaires, parce que de toute façon, c'est pas mal à ça que ça sert. Et si vous avez apprécié ce qui vous a été présenté, et je tiens seulement à dire que je ne suis pas en train de quêter des likes ou quoi que ce soit, abonne-toi à la chaîne, assure-toi d'activer la fonction des notifications pour recevoir des alertes lorsque je vais publier les prochaines vidéos. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et continuez de cultiver cette curiosité. On le vous dit pas assez, les profs, mais vous faites un travail fantastique. À la prochaine.